Donc, au niveau de la présentation, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les données donc, économiques d'anticipation des résultats. Si on regarde au niveau des céréales, donc des grandes cultures, donc on va voir là en particulier le blé, le maïs et puis les oléagineux. Donc à travers ce graphe, donc en vert, vous avez les stocks. Donc on s'aperçoit que ça, c'est les stocks mondiaux qui se progressent depuis quelques années. On a la production qui progresse du coup et les utilisations, donc la consommation qui progresse, mais moins vite que la production. Donc, ce qui fait que la production mondiale elle a progressé de 2,5%, la consommation de 1%, ce qui explique qu'on a beaucoup plus de stocks, de 3,6% par rapport à 2021. Et donc ça, avec des stocks importants au niveau de la Chine et de l'Inde, qui ont une politique particulière par rapport à ça. Et on se retrouve avec un ratio stock sur utilisation élevé à 40%. Donc c'est quand même très conséquent. Et donc des stocks abondants, une concurrence entre les pays exportateurs, tout ça provoque une baisse des prix comme on le voit actuellement ou qu'on l'a vu déjà à partir de cet été. Si on regarde au niveau des rendements, donc là, c'est une comparaison par rapport au rendement moyen olympique 2017-2023. Donc, la zone Occitanie, donc ici, on est sur des rendements légèrement supérieurs à la moyenne quinquennale. Donc, on voit que suivant les zones de France, on a des rendements plus ou moins favorables. Toujours est-il que la récolte française, alors si on la regarde par rapport à 2024, on se dirait, elle est exceptionnelle puisqu'on est à plus de 29%. Mais c'est lié au fait que la récolte de 2024 était vraiment très faible. Donc, c'est plus ça, parce que si on regarde sur la moyenne quinquennale, on n'est qu'à plus 4,3%, ce qui est positif, mais c'est quand même pas exceptionnel. Surtout qu'en pendant de ça, on a eu plus de surface cultivée, donc plus 6% de surface cultivée, ça ne fait pas plus 6% en volume en plus. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a eu des zones où ça n'a pas été forcément très très favorable. Si on regarde des rendements donc, supérieurs par rapport à 2024, et le rendement moyen français, il est à 74 quintaux contre à peu près 54 sur cette année, nous, dans le Tarn. Donc, on a un différentiel, mais ça, ce n'est pas nouveau, hein, au niveau du rendement sur les céréales de 20 quintaux, ce qui n'est quand même pas anodin à la sortie en termes de produits bruts. Et on est plutôt sur une qualité globalement bonne avec des blés bien classés. Si on regarde, nous, au niveau Occitanie, on a des rendements qui sont hétérogènes, mais supérieurs par rapport à 2024. On est à une moyenne de 54 quintaux. Et sur la moyenne sur 5 ans, on est à 48 quintaux. Donc pour dire qu'on est sur des rendements plutôt faibles en moyenne. Et dans l'ensemble, on a un blé de bonne qualité avec un taux de protéines supérieur à la moyenne française, mais avec un poids spécifique plus faible. Donc ça joue aussi au niveau du prix également un petit peu. Par contre, ce qui est à noter, c'est le fort recul des prix, puisque si on regarde ici, on avait en rouge, c'est notre moyenne actuelle. Et là, en jaune, c'est la moyenne donc quinquennale. Et donc, on voit que par rapport à cette moyenne-là, on est quand même nettement en deçà, puisque sur cette moyenne-là, sur octobre, de 187 qu'on est là, on était à 254 auparavant. Donc, ça fait quand même 70 € de plus à la tonne d'écart, de moins par rapport à ce qu'on a pu avoir. C'est quand même assez considérable. Et donc, ça ne remplace pas, je dirais, ça ne compense pas, même si on a eu des rendements un peu plus élevés.
En céréales secondaires, dont le maïs fait partie. Après, en céréales secondaires, on a également l'orge qui intervient dans ce groupe-là. Mais là, c'est pareil, on est sur une tendance identique, hein, avec une production en nette hausse par rapport à l'année d'avant. Euh, Beaucoup plus de stock, excusez-moi, et une production qui a été nettement supérieure. Donc, ce qui fait qu'on a la même situation, même un peu amplifiée, puisque la production mondiale sur ce groupe-là, elle a progressé de 6,6%, ce qui est quand même très important. Et avec une production en maïs en os au Brésil et aux USA, surtout liée avec plus de surface ensemencée et donc du coup avec un volume plus important. Et par contre, il y a deux zones qui ont eu des rendements plus faibles, c'est l'Argentine et puis les pays asiatiques. Et en termes d'utilisation, donc on a une utilisation supérieure de 2,1%, mais contre les 6,6% de production, du coup, on a quand même un niveau de stock qui est conséquent. Euh, alors, on avait eu des stocks faibles en N-1, hein, donc là, ils ont été fortement reconstitués. Et donc, du coup, on a des prix qui sont peu porteurs et on le voit ici également. Alors, ici, au niveau du maïs, je fais un focus au niveau du maïs. Là, c'est la carte où on a eu des baisses de rendement par rapport à l'année d'avant. Donc, nous, ici, on est vraiment sur une zone au niveau de l'Occitanie où il y a eu une baisse des rendements assez forte, surtout en sec. Et cette année, on avait mis plus de surface en maïs, puisque l'année d'avant, il y a eu des soucis. Donc, il y avait eu plus de sorgho et un peu moins de maïs. Là, le sorgho a nettement diminué sur 2025 et il y a eu plus de maïs ensemencé, plus 6 en irrigué et plus 6 en sec. Et il se trouve qu'en rendement, on se retrouve en sec avec un niveau de rendement très faible, puisqu'on est sur un rendement moyen Occitanie à 41 quintaux, 4 tonnes 100 en maïs. Donc là, c'est sûr qu'on ne couvre pas les charges avec ce niveau-là de rendement. Et également, un contexte prix qui est lui aussi pas favorable. Euh, et donc, par conséquent, des produits bruts hectares qui vont être quand même touchés. Si on regarde au niveau des oléagineux, donc on a une demande en huile qui est quand même soutenue. Alors, on a nos différentes cultures, hein, le colza, le tournesol, le soja, sachant que au niveau mondial, c'est le soja qui est vraiment la culture principale. Nous en cultivons très peu et nous, c'est des sans OGM. Donc, on n'est pas sur le même marché. Et donc, on est sur une offre mondiale donc favorable avec des prix qui sont orientés plutôt à la baisse en soja. Par contre, au niveau du tournesol, donc on est sur une récolte mondiale. Alors quand on regarde les volumes hein, entre le soja et le tournesol, il n'y a pas photo, hein, c'est multiplié par 4 pour le soja en termes de volume, même plus que 4, 8 même. Hein. Et, et donc, au niveau de la France, on a des rendements qui sont plus faibles que ce qu'on avait eu en 2024. Alors, sur les rendements que la DRAF nous montre au niveau du Tarn, on est sur un niveau de rendement, je trouve, très bas, puisqu'ils nous mettent à 16 quintaux en moyenne. Donc, par contre, on est sur des prix en hausse, surtout en oléique, hein, et le différentiel oléique-non oléique était quand même très important cette année, en sachant que nous, on a beaucoup de producteurs quand même qui sont sur de l'oléique. Et au niveau colza, on est sur une récolte mondiale un peu inférieure. Par contre, au niveau français, on est à plus 15 avec des rendements supérieurs à 2024.
aussi bien pour la France que pour l'Occitanie, avec des prix un peu plus faibles, mais qui se tiennent mieux que quand même au niveau des grandes cultures. Il y a un point positif, je dirais, c'est que on a l'utilisation donc de l'huile et des graisses qui devrait progresser de 2%. Là, quand on regarde ce graphe-là, on s'aperçoit qu'on a quand même une progression assez importante sur les huiles végétales et, euh, et donc qui devrait dépasser la production, donc être attractif au niveau du prix. Et il y a une chose qui peut être intéressante pour nos éleveurs, c'est que le stock de tourteaux d'oléagineux est important, donc ce qui laisse présager plus une baisse un petit peu sur les aliments de tourteaux. Il faudra voir si ça se vérifie ou pas. Donc en termes de rendement, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur des rendements un peu meilleurs en blé. De quinto, c'est pas énorme. En blé dur, 4 de plus. En orge, 4 de plus. Par contre, on a une baisse très forte au niveau du maïs sec et du tournesol, puisque l'année d'avant, on était à 22 et là, on est sur une moyenne à 16 qui est quand même vraiment basse. Et au niveau du maïs semence, on est sur un rendement objectif un peu. On n'atteindrait pas le rendement objectif en maïs semence, surtout lié au fait que sur certaines zones, il y a eu les orages et tout ça, donc du coup, ça a pénalisé les cultures, cette culture-là. En termes de prix, donc vous allez me dire, vous, ce que vous voyez. Alors, on met toujours trois niveaux de prix, mini, moyen, maxi. Alors, en flèche qui descend, donc c'est par rapport à l'année d'avant. Donc, si on regarde, il n'y a que sur le tournesol qu'on progresse. Sinon, sur toutes les autres cultures, on diminue en termes de prix. En prix moyen sur le blé, on a pris 180 euros. Blé améliorant 200, blé dur 240, orge 160, maïs 170, sorgho 150. Alors, tournesol oléique, des fois, j'ai mis un petit peu plus bas que ce chiffre-là parce que euh, les personnes qui ont contractualisé très tôt n'ont pas été sur ces prix-là. Et donc, on est un peu plus bas. Donc, du coup, dans les moyennes, j'ai mis un peu plus bas. Le colza 420 et le soja 420. Maintenant, au niveau des résultats, donc, si on regarde au niveau des céréaliers en sec, on est sur une surface de 127 hectares avec un assolement assez traditionnel blé tendre. Alors, blé dur diminue d'année en année, hein. On est à 7 hectares de blé dur. Là, c'était l'assolement 2024, hein. Tournesol, 30 hectares pour 1,2 exploitants qui travaillent sur ces structures-là. Si on regarde avec les évolutions de prix qu'on a mis et les rendements, en ajustant un petit peu des fois les rendements suivant l'année d'avant, comment le groupe se comportait, euh, on serait sur un produit en baisse de moyenne de moins 1%, mais qui pourrait fluctuer entre moins 5 et plus 2, suivant les rendements qu'on a pu avoir. Des intrants, en fin de compte, plutôt stables, hein, à moins 1, donc et des charges fixes là aussi stables, ce qui fait que du coup, on serait sur un EBE qui était peu important en 2024, hein, puisqu'on était à moins de 30 000 euros. Ça faisait un EBE de 233 euros à l'hectare, ce qui est quand même faible. Si on regarde par rapport aux années 2022-2021, on est nettement en deçà. Et on serait donc sur un EBE sur 2025 qui irait entre 178 et 273, avec une moyenne à 220, en sachant que quand on a fait ce travail-là au niveau régional, on sort avec des moyennes plus faibles que ça, mais nettement plus faibles que ça, euh, liées à des rendements un peu plus bas sur certains départements, et puis à des charges plus élevées que ce que nous, on a.
dans nos structures des céréaliers, on a des niveaux de charge OP et charge de structure à peu près entre 100 et 150 euros de moins que la moyenne régionale, ce qui est quand même important. Et dans le contexte actuel, et ça nous permet d'être, alors pas un niveau de BE correct, hein, mais d'être sur un niveau de BE moins pénalisant que sur d'autres zones. Sur les céréaliers irrigants, alors là, on est sur 140 hectares, 35 hectares de surface irriguée, avec le maïs qui représente 25 hectares. Et là, pour le coup, on est sur une baisse du produit nettement plus importante, autour de moins 6%, entre moins 9 et moins 1. Des intrants un tout petit peu un peu plus chers et les charges fixes stables. Alors, cette année, ce n'est pas sur les charges que ça se joue vraiment au niveau du produit. Et donc là, on se retrouve avec un EBE qui chute quand même d'une façon importante, puisqu'il était à 48 800 en 2024 et il passerait à 35 000, 34 700 en moyenne sur 2025. Et si on regarde à l'hectare, on serait entre 190 et 320 avec une moyenne à 245, ce qui est faible, hein, vu après on va voir avec les annuités. C'est sûr que là, c'est plus que tendu. Les résultats du maïs va quand même jouer quand même d'une façon importante sur ce groupe-là. Si on regarde un céréalier spécialisé maïs semence, alors ce sont des entreprises qui ont plus de 10 hectares de maïs semence, en sachant que là, on est sur une perte de surface alors, estimée à moins 6%, ça représente à peu près 1 hectare à 1 hectare et demi, en sachant qu'on a des exploitations qui ont plus de maïs et d'autres qui ont maintenu leur surface en maïs. Et sur 2026, ça risque de s'amplifier, hein, cette dynamique-là, suivant avec quel semencier on travaille. On risque d'avoir des producteurs qui auront plus de contrats, surtout pour ceux qui sont en dessous de 10 hectares. Là, le risque est fort pour qu'ils aient plus de contrats. Donc ça, c'est quand même préjudiciable. Si on regarde en termes de produits bruts, donc l'année d'avant, on était sur 191 hectares, 16 hectares et demi de maïs semence avec un produit brut maïs semence, alors stérile et fertile mélangé à 5 000, presque 5 300 euros l'hectare. Là, dans la prévision, on serait sur une baisse du produit brut hectare en maïs qui est liée d'abord au fait que probable que le rendement objectif soit pas atteint totalement. Et en plus, du fait de la baisse du prix du maïs conso, ça a des répercussions sur le prix du maïs semence. Donc, on se retrouverait un produit brut entre 4 009 et 5 002 et la moyenne a pris à 5 050 euros. Donc, avec ces hypothèses-là, et donc, on serait sur une baisse du produit de 6% qui pourrait aller de moins 10 à moins 1, avec des intrants en baisse, mais là aussi peu, et des charges fixes plutôt stables. Donc, on se retrouverait là avec un EBE qui chute depuis 2020-2022. Il est quand même fortement imputé et on serait sur un EBE entre 52 000 et 79 000 avec une moyenne à 62 000. Quand on regarde à l'hectare, on est entre 270 et 410 avec une moyenne à 325. Alors c'est vrai que là, c'est un groupe qui fait du maïs semence, mais qui a aussi beaucoup d'autres cultures à côté, ce qui fait que comme les autres cultures, c'est pas cette année, c'est problématique. Du coup, ça fait descendre encore au plus, je dirais, ce niveau-là de BE. Donc, si on regarde maintenant en termes de revenus disponibles, quand on enlève les annuités, donc sur
Les céréaliers secs, on est à 18 000 € d'hectare, 20 000 sur les irrigants, 44 sur le maïs semence. Certains en maïs semence, après la bonne année, les 2 bonnes années 21-22, mais même chez des irrigants, ont réinvesti en termes de matériel. Et donc, on se retrouve avec des annuités qui sont quand même conséquentes. Quand on regarde le revenu disponible à l'UPH, donc on est à 8 100 en sec, 11 800 et 12 000 en maïs semence. Alors, il y aura forcément des dispersions importantes entre exploitations, mais n'empêche qu'on est sur des niveaux qui ne permettent pas des prélèvements privés satisfaisants et loin sans jeu. Et c'est vrai qu'en céréales, ça fait maintenant 3 ans où on est sur des situations qui sont quand même assez tendues. Sur la viticulture, donc au niveau de la viticulture, depuis 3 ans, on est sur une récolte mondiale qui est faible, puisque là, on voit les évolutions de la production. Et sur ces dernières années, on est faible, qui est lié. Alors, on est un peu plus haut que 2024, plus 3%, ce qui est pas énorme. Mais si on regarde sur la moyenne quinquennale, on est à moins 7%. Et ça, c'est surtout lié aux conditions météorologiques qui se succèdent. Alors, entre la sécheresse, la grêle et le gel, qui, du coup, font baisser les rendements. Et puis, on est également sur une baisse de la surface. Alors, au niveau mondial, c'est moins vrai que ce qu'on va regarder au niveau français. Mais globalement, la surface moyenne du vignoble ne progresse plus au niveau mondial. Si on regarde, c'est l'Europe qui représente 60% de la production mondiale, hein, donc c'est notre hémisphère, là, c'est quand même important. Et il y a 3 pays qui sont, je dirais, prépondérants, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Alors, un certain temps, au niveau de la France, on avait la première position. Là, cette année et l'an dernier, ça avait été le cas également. Avec les petites récoltes, on a perdu la place numéro 1. On est donc en deuxième place, avec des disparités au niveau de rendement au niveau de la région, des régions françaises, puisque on a une hausse l'an dernier, 2024, la Champagne, le Bourgogne et tout ça avait été très touché. Donc cette année, ça n'a pas été le cas chez eux, ou moins, tout au moins. Et par contre, cette année, on a une baisse dans le Bordelais, Languedoc-Roussillon et Sud-Ouest. Alors déjà, Occitanie, l'année dernière, ça avait été quand même pas... on avait eu des rendements faibles. Hein. Et donc, sur cette année, donc la France, on est inférieur, on est identique à 2024, mais inférieur de 16% par rapport à la moyenne quinquennale. L'Italie progresse de 8%, et sur la moyenne des 5 ans est positive de 2%, et l'Espagne qui diminue aussi, et sur la moyenne des 5 ans, elle est à moins 15 également, donc l'Espagne est fortement touchée, surtout par la sécheresse sur le vignoble. Si on regarde au niveau des conditions climatiques, au niveau du Gaillacois, alors là, vous avez sur l'Occitanie la production de vin de 2015 à 2025. Donc là, c'est des provisoires, hein, avec en bleu, c'est Midi-Pyrénées. Et non, Midi-Pyrénées, c'est en rouge. Et Languedoc-Roussillon en bleu. Donc, on voit qu'on a sur 10 ans, moyenne sur 10 ans, on a perdu 22% en volume dans le Languedoc-Roussillon et presque 24% sur Midi-Pyrénées, ce qui est quand même considérable hein, à ce niveau-là. Si on regarde le contexte climatique au niveau du Gaillacois cette année, ça s'annonçait favorablement. Et puis, les fortes chaleurs, donc ça a entraîné de l'échaudage et puis du dessèchement de baies.
plus la grêle du mois d'août qui a entraîné des vendages plus précoces. Et après, pour couronner un peu le tout, on a eu en septembre, fin août et septembre, de la pluie qui a fortement perturbé les vendages et a nécessité d'accélérer, je dirais, les vendages pour un certain nombre de cépages. Et donc, ça a été une année compliquée au final. Et donc, on a des rendements très hétérogènes d'un domaine à l'autre, d'une façon importante. Alors, moi, dans les prévisions, euh, j'ai pris en moyenne une récolte stable par rapport à l'année d'avant, qui était une petite récolte, moins 10 pour l'hypothèse la plus basse et plus 5 pour la plus favorable en termes de volume. Si on regarde le marché des vins du sud-ouest au niveau de la France, donc vous avez ici vins tranquilles, c'est tous les vins hors les spiritueux. Là, c'est en France, on est sur moins 3,4% en volume et en prix moins 2,2%. Si on regarde au niveau des AOP, les AOP ont diminué de 2,2 en France et au niveau du bassin sud-ouest, on a perdu en volume 8,4%, ce qui est quand même important, et en valeur, moins 7,3%. Donc, ce qui veut dire qu'on a augmenté un petit peu le prix moyen, parce que sinon, on serait sur ce pourcentage-là. Et en IGP, on est un peu à l'inverse de ce qui s'est passé en France, puisque en France, l'IGP diminue de 2,9 et nous, sur le bassin sud-ouest, ça augmente de 4,1 et de 10% en valeur, ce qui est quand même assez important. Si on regarde au niveau des AOP, des IGP, alors IGP, j'ai pris Comté-Tolosan, donc ça, c'est des données qui sont sorties issues des vins du sud-ouest. C'est assez net en termes de volume. Là, c'est les transactions en braquette, ce n'est pas les transactions en bouteille. On est sur une baisse très notable en volume sur les rouges en AOP, puisqu'on est à moins 42%, posé à moins 18% et en blanc sec un peu moins 8%. Et en termes de prix, donc sur le rosé, la forte progression qu'on a, c'est lié au fait que le prix moyen rosé 2024 était bas. Donc c'est pour ça qu'on a cet écart-là. Mais on est sur les rouges à un prix inférieur à ce qu'on avait en 2024. Et sur les IGP, si on regarde, là aussi, on est sur une diminution des volumes forts. On a quand même 20% de récolte en moins, hein, donc ça se répercute à tout niveau, avec un prix donc, qui a progressé en rouge. Et là, on s'arrête en juillet 2025. Hein. Donc, après, donc sur l'automne, il y a des choses qui se sont encore un peu plus tendues en termes de prix. Et sur les rosés, on est sur une diminution et les blancs autour de 2%. Et si on regarde sur 3 campagnes, en IGP, en volume, on a perdu la moitié du volume en IGP, ce qui est quand même considérable. Et 33% en AOP sur les deux dernières campagnes. Donc c'est quand même énorme en termes de volume non vendu. Et si on regarde sur les vins sans IJ, donc les vins de table, on est sur une progression en rouge, en rosé, plus modérée, une baisse au niveau des blancs secs. Alors là sans IG, ça, c'est on prend la zone Midi-Pyrénées. Hein. Donc ça englobe aussi le Gers et tout ça. Et en blanc, quand on regarde le volume de blanc qui est échangé, c'est surtout le Gers qui est vraiment prépondérant. Et donc, si on regarde les prix moyens, nous, au niveau du Tarn, on est un peu plus bas que ces prix moyens affichés. Et quand je regarde l'amplitude, on a des niveaux d'amplitude très, très importants au niveau du prix, qui peut aller de 42 euros l'hecto.
à 88. Donc, suivant les cépages, suivant le réseau et tout ça, on a des écarts qui sont énormes. Alors, l'arrachage des vignes, là, il n'est pas pris en compte dans le sens où sur ces transactions-là, ça n'a pas d'impact. On va avoir l'impact sur la prochaine récolte. Et là, enfin, sur les prochaines ventes, puisque la récolte 2025 va être vendue sur 2026-2027. Et donc là, on va avoir aussi un effet lié à la baisse de surface, puisque quand même, on a arraché d'une façon très conséquente au niveau du Tarn. Donc, si on regarde au niveau du chiffrage, on est en SAU 77 hectares, 26 hectares en vigne. Il y a à peu près 70% des viticulteurs en coopérative et 30 en négoce. Donc, cette année, sur ce groupe-là, il y a eu deux effets. Il y a eu sur la veine et également sur les grandes cultures où on a vu que l'impact était négatif. Si on regarde un produit brut hectare, 2024, on était à une moyenne de 3 750 € à l'hectare, donc on est sur un niveau faible. Et sur l'hypothèse, donc entre recoupant le rendement, il baisse un peu de prix. Sur l'hypothèse moyenne, on est à moins 7%, donc ce serait sur un produit brut autour de 3 500 €, avec le plus bas à 3 100 et le maxi comme on a eu en 2024. Avec ça, et plus les grandes cultures, on est sur un produit qui baisserait de 8%, entre moins 5 et moins 13, et des charges OP, par contre, là, plus faibles, autour de moins 7%, et des charges fixes stables, ce qui fait qu'on serait sur un EBE qui... Alors, par rapport aux prévisions de l'an dernier, moi, l'an dernier, j'avais tablé sur une baisse importante de l'EBE. Et il se trouve qu'on a eu une progression de l'EBE. Quand j'analyse le pourquoi de la différence en termes des deux chiffres, c'est tout simplement que le produit viticole a baissé un tout petit peu moins, mais ça se joue à 100 € l'hectare par rapport à l'estimation que j'avais faite. Par contre, il y a eu beaucoup plus d'indemnités que moi j'avais tablé, et l'écart en indemnité, on a eu presque 10 000 € de plus d'indemnités que ce qu'on a établi dans la simulation. Ce qui fait que du coup, au lieu d'avoir un EBE qui baisse, on a eu un EBE qui a légèrement progressé, et tant mieux, je dirais, au vu de ce qu'on a eu cette année. Mais ça cache quand même des choses importantes, parce que tous n'ont pas l'assurance aléa climatique dans le groupe. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'assurance aléa climatique, en termes d'indemnité, ils ont été moins bien indemnisés que ceux qui ont eu l'aléa climatique. Et donc, on a des écarts importants entre structures aussi par rapport à ça. Et donc, sur cette campagne-là, on serait donc 13 et 27 000, avec une moyenne à 22 000, ce qui est nettement insuffisant, puisque quand on regarde en termes de revenus disponibles, on est avec des annuités autour de 23 500 €, ce qui fait qu'on est avec des revenus disponibles négatifs pour les deux premières hypothèses et très peu positifs pour la dernière hypothèse, et insuffisant, je dirais. Donc, sur un groupe, j'ai regardé, quand on fait la situation financière du groupe moyen, le score, on a à peu près 28% de groupes qui sont en bonne santé, 20 qui sont en santé correcte, et après, donc plus de 50% du groupe qui est en situation déjà fragilisée. Ce qui veut dire qu'avec ce contexte-là, si en termes de
de BE, c'est celui-ci, on va avoir des situations quand même étendues et avec des risques d'arrachage aussi sur l'année qui arrive. Si on regarde au niveau des vitibouteilles, où il n'y a pas de simulation de résultats pour 2025, mais une analyse des résultats de 2024, donc là, on va de 2019 à 2024 avec le produit en haut, les charges hors amortissement et frais financiers et le BE ici, et après le revenu courant. Donc là, on a des domaines qui ont 29 hectares de vignes en production, un produit viticole moyenne de 12 000 euros, en sachant qu'on a des écarts importants. Hein, le plus haut dans le groupe, il fait 31 000 euros de produits à l'hectare. Donc, pour dire que les amplitudes sont fortes en fonction du volume aussi qui est vendu en bouteille et du prix moyen, ça a quand même des impacts importants. Et si on regarde là, on est sur, entre 2023 et 2024, une baisse du produit de 2,5%. Donc là, c'est surtout le produit viticole qui a chuté, avec des stocks aussi qui ont quand même pas mal diminué dans certains domaines. Donc, ce qui veut dire que pour les ventes de cette année, ça peut être des fois problématique. Donc des charges totales qui ont été stables entre 2023 et 2024. Alors, quand on dit stable, les charges opérationnelles ont progressé. Par contre, les charges fixes ont diminué de 6% et la main-d'œuvre a progressé de 2,7%, ce qui est quand même correspond un peu à l'augmentation du SMIC, hein, à peu près. Hein. Ce n'est pas plus de main-d'œuvre forcément. Quoi. Et si on regarde le ratio EBE sur produit, là, il décroche puisqu'on n'est qu'à 16%. Alors, c'est vrai qu'en vitibouteille, on est souvent sur des rapports un peu plus bas qu'un système traditionnel, mais enfin, 16%, ce n'est pas beaucoup. Mais surtout, l'autre ratio qui est plus inquiétant, c'est le ratio annuité sur EBE, puisque là, on est à 70%. On est sur certains domaines qui ont une charge de remboursement très importante. Et quand le BE n'est pas au rendez-vous, ça se paie quand même cash. Donc, c'est vrai qu'au niveau viticulture, c'est vraiment la filière où, qui est pénalisée, je dirais, par les deux bouts, dans le sens où on a une baisse de rendement globalement, liée surtout aux aléas climatiques, et un problème de commercialisation, puisqu'on est quand même sur une diminution du volume consommé. J'en ai pas parlé, mais je l'avais marqué à un endroit, quand on regarde sur la France, voilà, sur la France, depuis 1995, le volume consommé a baissé de 37%. C'est énorme. Donc ça, même si au niveau exportation, on est allé chercher des zones, des territoires ailleurs et commercer avec d'autres pays, il n'empêche que sur notre territoire, 37% de volume consommé en moins, c'est énorme. Et donc, sur la filière viticole, le souci est majeur par rapport à ça. Après, on a eu beaucoup de domaines qui sont passés en bio. L'Occitanie est vraiment une région où il y a eu beaucoup de domaines qui sont passés en bio. Ils ont énormément souffert sur 2023-24. Sur 2025, suivant les segments de clientèle où ils sont, il y a quelque chose qui bouge un peu favorablement quand on lit un petit peu sur les salons bio et tout ça, ce qui se passe. Le consommateur est quand même resté attaché à ces vins-là. Mais après, leur problématique, c'est le volume quand même, parce qu'on est sur des très petites récoltes chez certains, avec des coûts de production très élevés, qui ne sont pas forcément en adéquation avec le prix à la bouteille que le consommateur est prêt à payer. Donc là, on a plutôt ce souci-là, je dirais, plutôt sur les bio. On est
Il y a la ministre Genevard qui est venue au CITEVI le 25 novembre à Montpellier et qui a fait un certain nombre d'annonces. Après, il faudra voir quelle va être l'enveloppe au niveau du Tarn et comment ça va se descendre. Il y avait une enveloppe encore sur de l'arrachage la prorogation des prêts structurels garantis à 70% par la BPI France, un allègement des charges sociales, un premier volet sur 2025 et une deuxième enveloppe sur 2026. Donc, ça, il faudra qu'on soit en éveil par rapport à ça pour nos adhérents. Et une demande de la France d'activer, sous la demande des professionnels, la distillation de crise. Donc, il faudra voir comment l'Europe se prononce par rapport à ça et voir comment ça se structurera. Mais là, quand on parle d'arrachage, nous déjà qui avons un petit vignoble, puisqu'on a 6 000 hectares, à peu près moins ce qui a été arraché l'an dernier, on doit être autour de 5 000 maintenant. Donc, au fur et à mesure, ça veut dire qu'en termes de notoriété et de volume, ça devient problématique aussi.